Je m'appelle Alain Blondel, j'ai le magasin Photo Créapolis au Havre depuis 37 ans. J'ai monté un magasin pour les passionnés où on fait la photo, toute la photo. On représente la totalité des marques qui existent avec la totalité des agences pro possibles, hein, de Canon, Nikon, Sony, Leica, Panasonic, Olympus, OM System, Sigma et Tamron. Voilà, on a essayé d'être exhaustif. On a aussi monté un labo professionnel où on tire en grand format jusqu'à 1 mètre par 2 toutes les photos des clients et on réalise des expositions avec un hall d'exposition à l'étage. On fait du collage sur Dibond, sur PVC. Voilà, donc un magasin pour les passionnés et tenu par des passionnés. Alain, bonjour. Bonjour Franck. Merci à toi de m'accueillir ici. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous donner un petit peu, nous dire un petit peu où on est, tout simplement? Voilà, on est chez Créapolis, un magasin que j'ai créé il y a déjà 22 ans et donc on est agent pro de toutes les grandes marques photo en France. Voilà, c'est ce qu'on du peut marché. voir ici, Voilà. avec les vitrines. Voilà, et donc on s'est spécialisé dans la photo depuis de nombreuses années et on essaie de faire la photo, toute la photo, c'est-à-dire aussi bien les accessoires que les tirages pro, que les collages sur alu. Voilà, il y a un laboratoire d'ailleurs voilà. dans le fond du magasin. Tout est fait sur place, on sous-traite rien. Tout est fait chez nous. Voilà. D'accord. Alors, peux-tu nous donner quelques conseils dans le choix du matériel? On va dire par exemple, je suis un client lambda et je ne connais pas grand-chose donc dans la photo. Et je souhaite investir du matériel pour faire de la macro-photo, de la photographie rapprochée. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous donner des petits conseils par rapport au matériel que nous avons ici, donc dans le choix par exemple d'un boîtier et d'un objectif? Tout à fait. Donc, si on commence avec le leader du marché, par exemple Canon, donc là, on va se retrouver chez eux avec plusieurs possibilités dans l'achat du matériel, que ce soit en appareil ou en objectif. Si on commence avec le petit capteur APS-C, avec le R7. Voilà, on va parler d'un appareil R7 que j'utilise personnellement et qui va être un produit haut de gamme dans la PSC, hein, toutes marques confondues sur le marché actuel. Il n'y a pas vraiment d'équivalent à cet appareil. C'est pour moi le meilleur des appareils APS-C du marché, très qualitatif, rapide en autofocus, et avec chez Canon une gamme d'objectifs avec des prix différents, mais on peut avoir une optique excellente. Le petit 85 2 d'ouverture stabilisé macro, qui est un objectif de tarif raisonnable aux alentours de 700 €. Hein. D'accord. Et puis on peut aller aussi jusqu'à l'optique qui est sortie plus récemment et le 100 macro qui est une optique plus chère, le double de prix, mais aussi plus qualitative. Elle a le fameux liseré rouge, hein, donc c'est une série L, donc c'est une série pro de chez Canon. Et on va avoir donc un produit encore plus qualitatif. C'est la référence pour la qualité des optiques macro sur le marché à l'heure actuelle. D'accord, donc les deux sont stabilisés. Les deux sont stabilisés, donc on a une double stab puisqu'on a une stab de capteur sur le boîtier, plus une stab ici. Et en macro, ce qui est intéressant, c'est que souvent il fallait être avant sur pied pour avoir quelque chose de qualitatif et avoir un peu, si on veut, un peu de profondeur de champ, hein, fermer son diaphragme. Voilà, donc, pour éviter les flous de bouger voilà. aussi. Donc maintenant, la double stab permet... Moi, personnellement, sur des sujets fixes, alors en macro, on n'est pas toujours fixe, bien évidemment, mais je fais des photos nettes sans aucun problème, 1 seconde de pause à main levée. Ah oui, quand même. Voilà. Alors, si c'est un papillon, ça ne va pas marcher, mais sur une fleur qui ne bouge pas, il faut que le sujet soit fixe. Sur un sujet fixe, on peut aller jusqu'à des pauses longues comme ça, à main levée, hein, et en ayant une super qualité. Donc, si on veut, par contre, éviter de monter trop en ISO, dans des conditions de lumière difficiles, on va se retrouver avec un boîtier comme ça qui permet de descendre les vitesses. Donc c'est un sacré avantage. Donc là, on est sur un boîtier APS-C, donc petit capteur. Petit capteur qui permet justement d'avoir un petit peu plus de profondeur de champ, hein, qu'un grand capteur. Mais par contre, qui monte un peu moins bien en ISO
et puis qui va être un petit peu moins qualitatif malgré tout par rapport à des capteurs plus gros comme le R6 II ou le R5. Format. Ouais, capteur plein format. On va retrouver des produits à peine plus volumineux. Hein. Donc ça c'est le Voilà, R5. R5. Ouais. Donc un capteur 24-36, 45 millions de pixels. Hein, donc plus de pixels, mais un produit qui va être meilleur en basse lumière qu'un R7. D'accord. Et le R6 qui va encore être au-dessus d'un R5 en basse lumière, mais avec un peu moins de pixels. Le nombre de pixels, c'est bien, mais si on n'a pas besoin de faire des formats géants, on n'a pas toujours besoin d'un 45 millions de pixels pour faire des photos. Par contre, ça permet de recadrer. Donc, oui, voilà. Après, c'est très clairement une question de moyens. Un boîtier aux alentours d'un peu plus de 1 500 € un R7 et un boîtier à l'heure actuelle avec les promos aux alentours des 4 000 € un R5, c'est pas du tout le même budget. D'accord. Voilà. Et concernant, alors une nouvelle fois, je n'y connais rien en photo, donc je te pose des questions. Et est-ce que le nombre de pixels, en fait, ça importe vraiment? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir plus de qualité si on prend un appareil photo avec un capteur 50 millions de pixels par rapport à un boîtier qui va en faire que 25 ou même 30? Tout dépend ce qu'on veut faire du fichier final. Si c'est pour faire des formats jusqu'au 50-75, un boîtier à petit capteur permet sans problème de le faire. Si on a besoin de recadrer, un R5 sera bien supérieur parce qu'on pourra recadrer. Et si on a besoin de faire des panneaux 3x4 ou des expos, des bâches, des choses comme ça, donc des utilisations, je veux dire, assez rares, effectivement. Très grand format. Très grand format, le R5 est au-dessus, c'est indéniable. C'est le meilleur boîtier de la gamme Canon pour l'agrandissement. Mais peu de personnes ont vraiment besoin de ça, en fin de compte. Ouais. C'est souvent... le photographe se fait plaisir en se payant un appareil comme ça, mais il pourrait se contenter d'un appareil avec moins de pixels. Le nombre de pixels, c'est plus vraiment la... D'accord, surtout si c'est pour publier sur les réseaux sociaux, encore moins, bien évidemment. Et je préfère conseiller à un client un boîtier de gamme inférieure avec des très bonnes optiques, plutôt qu'un boîtier haut de gamme avec une optique moyenne, voire entrée de gamme. Oui, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est toujours l'objectif. Il n'y a plus de mauvais appareils, quelle que soit la marque à l'heure actuelle, il n'y a pas de mauvais boîtiers dans les produits qui sortent. Ils sont tous relativement bons, voire très bons, voire exceptionnels. Mais après, il y a des objectifs moyens, des très bons, puis des objectifs exceptionnels. Et un objectif exceptionnel, on va le garder 15 ans, 20 ans à la limite, enfin au moins 10 ans. Alors qu'un boîtier, on a tendance à les renouveler, parce qu'il y a des nouveautés qui sortent tous les 2, 3 ans, 5 ans, on change son boîtier. Mais une optique, on peut tout à fait la garder. L'avantage de cette gamme-là, pour ceux qui ont déjà du Canon, là on parle d'appareils hybrides, hein, donc avec une nouvelle baïonnette, hein, ça je ne l'ai pas dit au début, mais c'est plus la baïonnette EF qu'on connaissait sur les Canon Reflex. Mais ceux qui ont des belles optiques Reflex Canon peuvent, avec une bague, adapter ces anciennes optiques sur toute la gamme actuelle de R. Hein. Donc c'est aussi une façon de ne pas renouveler tout son parc d'un coup, et puis d'y aller par étapes financièrement pour ne pas dépenser trop d'argent d'un coup. Hein. Bien évidemment, la nouvelle gamme est supérieure en qualité à l'ancienne, même si c'était une sérielle avant. On a toujours une gamme sérielle qui est au-dessus du reste. Mais la grosse différence entre ces deux gammes d'optiques, c'est que les nouvelles gammes RF sont conçues pour des capteurs jusqu'à 100 millions de pixels. 100 millions de pixels. 100 millions de pixels. Il n'y a pas encore de boîtier. Canon a des capteurs en recherche-développement. Ils ont des capteurs 100 millions qu'on a déjà vus, mais qui ne sont pas encore vendus. Je ne sais pas si l'année 2024, avec les JO, va nous permettre d'avoir un boîtier avec plus de 45 millions de pixels, on pense, mais bon, on ne sait encore rien. Rien n'est certain. Mais les nouvelles optiques sont chères, c'est vrai, mais elles sont conçues pour 100 millions de pixels. Ça, c'est à prendre en ligne de compte. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a une qualité supérieure. Mais on peut très bien installer des optiques EF de qualité avec la bague et continuer à faire d'excellentes photos, bien évidemment. D'accord. Et alors, par rapport aux objectifs, je vois que ici, la distance minimale de mise au point est 26 cm. Oui, là, tu es à 35. Celui-là, on est à 35. Oui. Alors, tu dirais que voilà, si on veut faire des photos, alors par exemple de papillons, de fleurs,
Est-ce qu'il vaut mieux prendre voilà, une focale de 85 mm ou de 100 mm C'est assez proche, les deux sont assez proches. Ouais. Maintenant, ça va dépendre du capteur, puisqu'il y a un coefficient multiplicateur. Si on prend un boîtier APS-C chez Canon, on a un coefficient 1,6. Donc on se retrouve avec le champ, hein, sur un 100 mm, ce sera un champ de 160 mm. Donc on peut être un peu plus loin d'un insecte volant, par exemple, c'est un peu plus facile. Le 85 va falloir s'approcher un peu plus. Et puis si on part d'un capteur plein format, bah là on va être avec un 100 mm, donc il va falloir être plus proche, bien évidemment, du sujet pour le prendre plein cadre. Donc ça rentre aussi en ligne de compte. Le capteur APS-C vous permet d'être un petit peu plus loin de son sujet, tout simplement. D'accord, de multiplier la focale Donc par 6. c'est plus facile. Si on est sur des insectes rampants, c'est assez facile de s'approcher. Si on est sur des papillons, Voilà, c'est beaucoup plus difficile. Il va falloir avoir une distance un petit peu plus grande Voilà. Alors, pour les avoir après, bien cadrés. Tout à fait. On peut recadrer. C'est là où un R5 permet de recadrer. Si on est un peu plus loin, on peut se permettre de prendre une petite partie de l'image et de l'agrandir pour avoir un rendu toujours exceptionnel, ce qui sera un peu plus difficile avec un R7. Donc, voilà, c'est une question en fait de compromis et tout à fait. de choix selon les sujets que l'on souhaite photographier en priorité. Puis si les boîtiers que vous voyez ont des sangles, c'est parce que tout ce matériel-là, c'est le mien personnellement, donc j'ai les deux. J'ai un R6 II, j'ai un R5 et j'ai un R7 parce qu'en fonction de ce que je vais faire en photo, je prends l'un ou l'autre, ou les deux, avec des optiques différentes pour avoir des champs différents. L'appareil idéal qui fait tout, pour moi, il n'existe pas encore. Il n'existe pas. D'accord. Tout à fait. Donc on a parlé de Canon tout à l'heure, on peut faire le parallèle chez Nikon, si tu veux, toujours pour parler du matériel, pour faire de la macro. Chez Nikon, on ne va pas avoir le même choix que chez Canon, où il y avait un produit APS-C, un petit capteur qui était excellent, le R7. Chez Nikon, pour l'instant, ils n'ont pas encore sorti de produits très qualitatifs en APS-C. C'est vraiment de l'entrée de gamme et on n'a pas de beaux produits. Donc chez Nikon, on est exclusivement pour un passionné à l'heure actuelle sur du plein format. Sur du plein format. Voilà. Avec, je vais dire, 5 boîtiers, même 6. Un Z5 en entrée de gamme, un Z6 II, un Z7, un Z8, un Z9, et puis un boîtier un peu vintage, ZF, mais qui est qui n'est pas vraiment dédié, qui est un très beau produit, mais un peu hors norme. Un petit peu hors norme. Voilà. Donc des produits dédiés à la photo animalière dans le haut de gamme, Z8, Z9, avec des produits qui peuvent bien sûr faire de la macro, mais qui sont dédiés plutôt au mouvement, à la photo d'oiseaux ou animalière, mais très rapide en autofocus, avec des choses très, très modernes. Et puis entre les deux, Z6, Z7, qui sont des produits, je vais dire, amateurs avertis, on va dire, et semi-pro, où on va avoir des qualités excellentes, un petit peu comme on avait chez Canon, on avait un R6, un R7, là on a un Z6, un Z7. D'accord, c'est l'équivalent à peu près de. C'est à peu près ça. Un Z6 II, c'est à peu près l'équivalent d'un R6 II, en gamme et en tarif aussi. Puis le Z7, c'est un 47 millions de pixels, donc on a un produit haut de gamme, avec à la fin le Z8 qui lui va être un produit encore un petit peu plus haut de gamme au niveau autofocus, mais aussi un produit un peu plus volumineux. On voit bien la différence entre Z6, Z7, même boîtier au niveau de l'emballage, on va dire, et le Z8 qui, lui, est tout de suite un petit peu plus gros, mais qui est le fer de lance de Nikon à l'heure actuelle. D'accord, qui est aussi sans doute un petit peu plus lourd, du coup. Un peu plus lourd, un peu plus volumineux et un peu plus cher. Au niveau des optiques, maintenant, 2 optiques principales en macro. Le petit 50-2.8 macro, qui est une optique amateur, mais de bonne qualité, qui fait des bons résultats, une optique aux alentours des 700 €. D'accord, oui. Et puis, plus de 1000 €, un 105-2.8 VR, qui lui est stabilisé, alors que le petit 50 ne l'est pas. D'accord. Donc là, on a une optique, on passe la barre des 1200 €, mais on a un produit très qualitatif. Chez Nikon, il y a toujours eu la gamme Micro Nikkor qui était très réputée. On est dans cette logique-là. Un produit qualitatif, assez volumineux mais pas très lourd.
Hein, on s'attend à quelque chose d'un peu plus lourd oui, quand on le prend comme ça. Effectivement. Et puis en fin de compte, quand on l'a en main, on dit voilà. D'accord. Et donc la même ouverture pour de 8 des deux côtés. Les deux optiques. Une qualité ici, chez Nikon, il n'y a pas ce liseré rouge de la série L, mais quand il y a du S, hein, toutes les optiques de la nouvelle gamme, parce que là aussi on a changé de baïonnette, hein, c'est plus la baïonnette des réflexes, c'est une nouvelle baïonnette pour les hybrides, et tout ce qui est siglé S chez Nikon, c'est le haut du panier, la qualité maxi. Donc on va retrouver, là par contre, des capteurs 24-36, donc un vrai 50 mm et un 105, sans coefficient multiplicateur, parce qu'il n'y a pas de boîtier APS-C. Enfin, il y en a, ils existent, mais c'est des boîtiers entrée de gamme, ce ne sont pas des boîtiers de passionnés. D'accord, donc que du plein format. Pour moi, c'est le meilleur. Si on est chez Nikon, il faut être dans le plein format. D'accord, et comparativement à Canon, au niveau tarif, on se situe à peu près dans la même fourchette. C'est à peu près la même chose. Hein. Un Z7, c'est aux alentours un peu moins de 4 000 €, moins de 3 000 pour un Z6 II, boîtier nu, et puis un Z8 où on est à plus de 4 000. Bon, là, on est plutôt à 4 500 en ce moment, un produit comme ça. Donc, qualitatif, mais dans le haut de gamme. Même chose que chez Canon, celui qui est équipé Nikon avec des réflexes peut passer à l'hybride et avec l'aide d'une bague FTZ, hein, une petite bague comme ça, voilà. On rattrape le tirage du réflexe qui était plus épais et on va pouvoir monter les anciennes optiques AFS sur les hybrides actuels. Forcément, ça rallonge ça rallonge l'objectif. Ça rajoute aussi un petit peu plus de poids. Il y a des contacts en plus, mais ça fonctionne. Alors, on a vu les marques Canon et Nikon. Maintenant, qu'est-ce que tu peux nous proposer chez Panasonic? Alors, chez Panasonic, on va retrouver, comme chez Canon, deux gammes de capteurs. Donc, du plein format, assez haut de gamme également et assez récemment développé chez eux, avec une très belle optique macro qui est annoncée, qui va sortir, un 100 macro, mais que je ne peux pas encore vous montrer là. Tu ne l'as pas reçu? Et on ne l'a pas reçu encore, tout simplement. Il est commandé, mais il n'est pas reçu. Donc, on va avoir des produits toujours avec une très bonne ergonomie, capteur plein format. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle le micro 4/3, avec des capteurs qui font exactement la moitié de la taille. Hein, le micro 4/3, des capteurs grosso modo 18-24, donc une taille plus petite, et une gamme dédiée à cette taille de capteur, mais on peut aussi forcément monter les optiques plein format sur le petit capteur, avec un coefficient 2. C'est-à-dire que si on met un 100 macro sur le plein format, c'est un 100 macro. Si on le met sur le micro 4/3, on va avoir un cadrage de 200 mm. 200 mm, alors que chez Canon, c'est un 6. C'est un 6 chez Canon en APS-C, et c'est 2 chez Panasonic et chez Olympus qu'on verra après. Chez OM System qu'on verra après. La force de ce petit capteur, c'est que sur certaines espèces volantes, on va pouvoir être plus loin pour avoir un cadrage avec un coefficient 2, ce qui est quand même intéressant. Bien sûr, oui. Ça permet d'avoir des plus petits objectifs et d'avoir une distance de mise au point plus longue. Tout à fait. Alors, ils ont aussi une gamme d'optiques, mais ils n'avaient rien dédié dans la gamme d'optiques micro 4/3, il n'y avait rien de vraiment dédié à la macro de qualité. Le nouveau 100 macro, il est pour le plein format, il va aller sur l'autre, hein, mais il n'y avait pas une volonté délibérée de Panasonic Lumix à créer une gamme macro comme il y a eu chez Canon et chez Nikon. On continue avec le micro 4/3. On a vu chez Panasonic qu'il y avait du plein format, du micro 4/3. Chez Olympus, il faut dire OM System maintenant, puisque c'est le nouveau nom officiel. Chez OM System, nous avons des produits micro 4/3 exclusivement, donc petits capteurs,
avec une particularité sur l'OM1 ou l'OM1 Mark II qui sort dans une semaine, un produit inégalé au niveau de la tropicalisation. Robuste en alliage de magnésium comme les très haut de gamme des autres japonais, mais une tropicalisation inégalée. Donc tropicalisation, pour expliquer, c'est voilà, ça va supporter, on va dire, on peut filmer des pluies par exemple. Sous la pluie toute la journée, avec certains objectifs également, qui sont dédiés. La série Pro, on peut être sous l'eau tout le temps. On peut filmer sous une cascade, on peut faire des photos sous une cascade, recevoir de l'eau en continu pendant plusieurs heures. On ne peut pas le tremper, l'immerger dans l'eau, mais on peut recevoir de l'eau, ça peut ruisseler sur l'appareil en permanence. D'accord, tant qu'il n'y a pas trop de pression. Il ne faut pas qu'il y ait de pression, voilà. Il ne faut pas le mettre dans 1 mètre d'eau, là ça ne va pas tenir, bien évidemment. Donc, ensuite, la taille du capteur, un micro 4 tiers, petit capteur, la moitié d'un format 24-36. L'avantage, comme on a besoin de couvrir moins Voilà, de capteurs, des optiques très petites. Quand on compare minuscule, le 30 macro ou même le 60 macro, donc micro 4 tiers, ça dit un coefficient 2 à appliquer aux optiques pour comparer au 24-36, le 30 qui devient un 60 macro, le 60 qui devient un 120. On voit bien tout à l'heure quand on avait un 105 Nikon ou un 100 Canon, la taille et le poids aussi. Oui. Mais également le prix. C'est des optiques, au lieu d'être à 1400, 1500 euros, là, un 60 macro, on est à 549 euros. Un peu moins de pixels que les autres. On reste à 20 millions de pixels en capteur, ce qui n'est pas énorme. Donc, moins de possibilités de recadrage. Le petit point faible, petit capteur, on monte moins en ISO, de façon qualitative. Par contre, on a une excellente stabilisation d'image avec une stabilisation de capteur plus une stabilisation dans les optiques. Bon, pas pour ces deux-là, pour des zooms au grand public. D'accord. Mais il y a une stabilisation de capteur qui est vraiment très performante aussi. Donc un concurrent sérieux. Sérieux, et puis une gamme, là on parle de la macro, mais si on garde les objectifs pour aller faire de la photo animalière pure, des optiques beaucoup plus courtes aussi et moins volumineuses, moins chères, moins lourdes. Donc c'est la force du micro 4 tiers dans l'ensemble, c'est quand même d'avoir un ensemble de matériel plus compact et moins lourd. Là, il n'y a pas pour monter d'anciennes optiques dessus. Par contre, on est obligé d'avoir une monture micro 4 tiers, parce que mettre des bagues pour monter des vieilles optiques, on perd les autofocus, on perd tout, donc c'est l'âge de pierre, ça faut pas y... D'accord. Enfin, on peut toujours le faire, mais... C'est à éviter quand même. Ouais, c'est à éviter si on ne veut pas s'embêter vraiment. D'accord. La macro possible chez Sony, j'ai pas tout ce qu'il faut en magasin, notamment au niveau des optiques, mais on va retrouver 2 tailles de capteurs chez Sony également. Le plein format que j'ai ici, avec un Alpha 7 4, qui est le produit phare de chez Sony à l'heure actuelle. Et chez eux, ils ont 3 optiques macro, un 50 macro, un 90 qui est une optique moderne stabilisée, puis un 100 macro qui est un petit peu plus ancien. Il y a également chez Sony un des produits que j'ai pas là parce que ça se vend quand même nettement moins, une gamme APS-C avec un Alpha 6700 qui est un produit moderne actuel, mais que nous on a un petit peu de mal à vendre au magasin. D'accord, et tu me disais que tu vendais moins de matériel Sony pour la photographie rapprochée ou pour la macro que d'autres marques. Nettement moins parce que les marques emblématiques de la photo, c'est Canon et Nikon à l'origine, et Sony était une marque de caméscope, qui est venue à la photo en rachetant Minolta, Konica Minolta, mais qui a une image plus vidéo auprès des jeunes notamment, et les jeunes font peut-être un petit peu moins de macro que les seniors, on va dire, et donc nous on vend moins Sony pour la macro, mais ceci dit, ça va fonctionner aussi. Il y a quand même un avantage chez Sony, c'est que, contrairement aux autres grandes marques, Canon, Nikon en plein format notamment, on peut monter chez Sony des optiques Sigma. Et chez Sigma, ils ont notamment un 105 macro d'excellente qualité, et sans bague,
Donc on peut D'accord, donc une ça vraie s'adapte baïonnette, parfaitement au boîtier. directement avec tous les contacts, l'autofocus, tout fonctionne. En tout cas, merci Alain pour ces précisions. De rien. Et puis je crois que le mot de la fin, c'est au final qu'il n'y a pas forcément de mauvais boîtier, il y a en tout cas de mauvais matériel, mais il y a un matériel qui est plus ou moins adapté à ses besoins. Tout à fait ça. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération par rapport aux différents points qu'on a vus dans cette vidéo. Il faut essayer de mettre, je pense, un budget conséquent sur l'optique pour avoir la qualité maxi, mais un appareil même légèrement inférieur va quand même donner d'excellentes images. Tout à fait.